Alors, chers amis de la liberté, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Alors, d'entrée, alors nous sommes heureux, très heureux même d'accueillir enfin Yvan Gasto, parce que ça fait qu'il est maître de conférence à l'université de Nice. Ça fait longtemps que nous l'avions invité, et puis il y a eu tout un tas comment dirais-je, d'ennuis, en particulier un ennui viral, qui nous a obligés de reporter ces conférences. Alors, le 7 mai 2020, il devait nous parler de la drôle de guerre. Vous savez, cette période où on était en guerre contre l'Allemagne, contre l'Allemagne nazie, sans lui faire la guerre d'ailleurs, et jusqu'à ce que le 8 mai 40, les Allemands, les nazis nous envahissent. Donc il venait le 7 mai juste pour nous prévenir que la guerre était imminente. Langue de Pont, il a fallu reporter. Alors, du coup, il y a eu une série de malentendus parce qu'on avait communiqué ensemble, si vous voulez, c'était comme il est très demandé. C'est parfois un petit peu difficile d'ajuster nos violons, et on parlait des dangers qui menacent la République, et puis aussi parmi ces dangers des attentats, qui au cours des siècles, aussi bien au 19e qu'au 20e, voire au 21e siècle, ont mis en péril la République, et du coup, le curseur est resté un peu braqué sur les attentats, plutôt que sur la République, parce que vous savez que nous en sommes à la 5e, ce qui veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant, qui ont, ben ma foi, qui sont mortes, soit de la belle mort, soit qui ont été assassinés, soit qui ont disparu dans l'indignité, hein, je pense à la 3e par exemple. Donc aujourd'hui, il va essentiellement nous parler de ces attentats, lesquels d'ailleurs ont mis en péril à plusieurs reprises la République, quel que soit le siècle. Et de toute façon, ça sera très intéressant, et nous reparlerons une autre fois de la République. Nous l'avons sollicité aussi pour une conférence en novembre, peut-être sur le site à la Trinité, à la demande du maire de la ville, qui aimerait qu'on parle d'un illustre enfant de la ville, Blanqui, mais alors pas Auguste Blanqui, le révolutionnaire, mais son père, Dominique, qui a été, entre autres, un des premiers députés des Alpes-Maritimes, hein, en 1792. Mais ça, c'est un projet pour l'automne prochain, mais qui nous donnera l'occasion de revoir Yvan Gasto. Alors, avant que la conférence commence, je me permets de vous rappeler un certain nombre de petites consignes, hein, du genre, ma foi, vos téléphones portables sont sûrement très intéressants, mais vous n'allez sûrement pas les consulter pendant la conférence, donc nous comptons sur vous pour les condamner au mutisme. Nous vous rappelons aussi que ces conférences nous obligent la tenue des conférences nous oblige à engager un vigile qu'il faut rétribuer, et donc nous comptons sur votre générosité si vous le voulez bien. De toute façon, vous êtes piégés, avant de partir, devant chaque porte, il y a des petites caisses qui sont là en toute innocence. Pour terminer, je vais vous annoncer quand même les concerts. Ah oui, autre chose aussi, vous savez que l'année dernière, notre assemblée générale, toujours à cause du Covid, ou de la Covid, hein, je n'ai pas très bien compris pourquoi on est passé du masculin au féminin, c'est pas très flatteur, alors que, bon, passons. Il a eu lieu en mai, cette année, on va la refaire en janvier, parce que l'exercice quand même de 8 mois, c'est pas suffisant. Nous essayerons de la tenir en mars ou avril, de manière à avoir quelque chose de conséquent. Et en tout cas, nous commencerons l'année, le nouveau cycle de conférence, le 19 janvier, avec Jean-Paul Scott, qui aurait déjà dû venir en septembre, mais qui n'a pas pu, là aussi, pour cause d'épidémie, et qui nous parlera de la Russie. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion de vous présenter le nouveau programme pour le premier semestre, pour la première partie oui, le premier semestre, c'est ça, les 2 trimestres, premier semestre 2023, avec une dizaine de conférences prévues, toutes, je vous le jure, plus intéressantes les unes que les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour la présentation, et donc effectivement tu as présenté tous les méandres qui nous ont empêchés de nous voir un peu plus tôt ici même pour une conférence, donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Effectivement on s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est de ma faute hein, sur la thématique, mais rien ne vous empêche dans le débat d'aborder éventuellement la thématique de la mise en péril de la République, hein, mais effectivement, moi j'étais parti par l'idée d'évoquer différents attentats pour évoquer une forme de mise en péril de l'État, hein, plutôt au 19e siècle. En fait, j'ai choisi de vous présenter 3 attentats qui ont émaillé le 19e siècle, et peut-être finir, si j'ai un peu de temps, par aborder un attentat à la fin du 20e siècle.
concernant effectivement une sorte de réflexion sur la manière dont à la fois les actes qui ont été perpétrés, mais aussi les conséquences de ces attentats ont pu donner matière à peut-être des comparaisons à travers le temps, notamment, et l'historien qui va aller fouiller ces différents événements, parce que finalement ce sont des événements traumatiques, bien souvent, peut-être peut avoir matière à apporter des éléments peut-être pour aujourd'hui, pour notre temps présent et pour les très récents attentats sur lesquels je ne reviendrai pas dans la conférence. J'espère que vous ne serez pas déçus de ce que j'ai à vous présenter. Alors évidemment, je pense que les attentats dont je vais vous parler sont des attentats qui sont plutôt connus et qui vont émailler finalement des périodes qui ne sont pas que républicaines, puisque j'aborderai un premier attentat qui s'est perpétré au tout début du 19e siècle, dans l'année 1800, qui est un attentat qui visait Bonaparte. Ensuite, j'aborderai un attentat qui visait Louis-Philippe, et enfin, je serai plus conséquent sur un des attentats sur lesquels je me suis beaucoup penché, sur lequel je serai plus attentif, c'est l'attentat contre le président de la République, Sadi Carnot, en 1894, par un Italien. Donc moi ça m'a beaucoup intéressé parce que peut-être certains savent que je travaille pas mal sur les questions migratoires, et il m'a semblé qu'il y avait là une grande matière à évoquer ce qu'on pourrait appeler la radicalisation, même si évidemment la comparaison n'est pas raison et qu'on pourra me brocarder sur le fait qu'on fasse des comparaisons à travers le temps, mais c'est aussi le jeu de l'histoire, d'essayer de faire des liens avec le temps présent, et je vous effectivement que je me suis pas mal intéressé à cet attentat depuis les attentats plus récents de 2015 et de 2016 en particulier, donc effectivement il y a une dimension importante, et c'est pour ça que si j'ai un peu de temps, c'est peut-être pour lancer le débat aussi, j'aborderai l'attentat du métro Saint-Michel en 1995 avec le profil du fameux terroriste Khaled Kelkal, qui met en jeu déjà les débuts d'une forme de radicalisme islamiste dans la France de la fin du XXe siècle, qui lance peut-être une nouvelle période d'attentats. Alors évidemment, vous allez me dire que peut-être vous serez amené à compléter mon propos, parce que je n'ai absolument pas l'intention d'être exhaustif. Il y a plein de mises en péril, notamment de la République, que je vais escamoter, que je vais délaisser, mais libre à vous de les reprendre et de les placer dans la discussion que nous aurons par la suite. Parce qu'évidemment chacun de ces actes, d'ailleurs pour certains ça peut être des attentats manqués, ça peut être aussi des attentats qui ont d'une certaine façon apporté des résultats différents, mais qui effectivement sont des moments traumatiques et des événements de l'histoire du pays. Donc c'est à ce titre-là que je me suis intéressé à ce sujet ce soir, donc j'ai mis de l'horreur au présent et au passé. Alors venons-en au premier attentat que je voudrais vous présenter, que vous connaissez peut-être, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise à Paris, le 24 décembre 1800. 24 décembre 1800, qui me semble intéressant justement par rapport à nos problématiques actuelles, et donc à chaque fois, évidemment, ce sera de présenter un contexte un peu particulier dans l'histoire de la France. Nous sommes dans un attentat qui est une conjuration royaliste contre Napoléon Bonaparte. Le but, c'est d'assassiner Napoléon Bonaparte, qui, en 1800, n'est pas encore empereur, on le sait bien. Il est à ce moment-là premier consul de France, depuis le coup d'État du 18 Brumaire, et je traduis, 9 novembre 1799. Donc il est premier consul, et c'est un Bonaparte en pleine ascension politique qui est ici à l'œuvre. C'est la fin du directoire et le début de ce qu'on appelle le consulat dans une histoire, dans un moment un peu compliqué de l'histoire de France, où on a du mal à fixer la chronologie. Quand on est sous la Troisième République, la chronologie s'assouplit un peu. Là, dans cette période compliquée qui va de la Révolution française à l'Empire, il y a toute une série de chaos dont on ne sait pas effectivement sur le moment qu'est-ce qu'il va advenir. Donc, le contexte, effectivement, ce sont les succès extérieurs de Bonaparte face à ce qu'on appelle à l'époque la deuxième coalition, 1798-1802, c'était une deuxième coalition autour de la Grande-Bretagne en particulier, qui, vous le savez, à ce moment-là était l'ennemi assez net de la France. Deuxième coalition autour de la Grande-Bretagne liée à ce moment-là à tout un ensemble d'États opposés à la France, la Russie, l'Autriche,
la Suède, l'Empire ottoman et le royaume des deux Siciles. Donc c'est une coalition effectivement très importante, mais Bonaparte et l'armée française s'est montré à la hauteur de cette confrontation dans ce contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est bien souvent d'ailleurs le cas dans le contexte des attentats, qui est souvent aussi une sorte de preuve de difficulté d'une cause qui doit s'exprimer. C'est effectivement l'affaiblissement de la cause royaliste en France, et notamment dans un territoire de la France qui est l'ouest du pays en particulier. Et effectivement, cet attentat a beaucoup à voir avec ce qu'on a appelé la chouannerie. La chouannerie, les chouans, ces bretons royalistes, une chouannerie qui essaie d'engager, on pourrait dire, une guerre civile entre république et royaliste de l'Ouest, ce qu'on a appelé aussi une forme de guérilla en quelque sorte, et donc c'est autour de la chouannerie qu'on va programmer effectivement une tentative d'assassinat contre Bonaparte qui va être planifiée. Alors comment ça se passe? Celui qui est le maître d'œuvre de cet attentat, c'est Georges Cadoudal, que vous voyez ici, qui, j'ai mal écrit le titre, excusez-moi, je l'ai mis juste là parce que je voulais mettre le titre et j'ai mal fait, qui est donc le pilote de cette opération, Alors qui est Cadoudal? C'est un officier chouan qui est né en 1771 et qui décédera en 1804, enfin il décédera sous la guillotine en 1804. C'est souvent le sort des terroristes que je vais évoquer aujourd'hui. Il y a une sorte de point commun, c'est que la plupart du temps ces attentats sont peut-être considérés comme des attentats suicides d'une certaine manière, dans la mesure où la guillotine est promise autour de ça. Je crois que c'est un critère là, à prendre en considération, c'est comment ces fauteurs de troubles sont punis d'une certaine manière et comment est-ce qu'ils sont traités dans le moment où ils sont appréhendés par les autorités qui gèrent l'après-tentative d'attentat. Donc Georges Cadoudal, c'est un général de l'armée catholique royale de Bretagne, effectivement, celui qu'on pourrait qualifier de général chouan, effectivement, qui effectivement se retrouve dans une situation d'opposant, parce qu'en effet, il a refusé toutes les propositions du premier consul, donc Bonaparte, de le rejoindre et de s'affilier à son pouvoir, en quelque sorte. Donc il est dans une opposition, je dirais, active. Et puis dans un second temps, il est aussi en contact avec les Britanniques pour envisager de renverser par l'assassinat Napoléon Bonaparte. Mais il restera jusqu'au bout un chouan indéfectible, disons-le de cette manière-là. Et lui, c'est une sorte de cerveau de l'opération. Mais l'attentat concerne aussi des opérateurs, c'est toujours aussi cette idée que, on le voit aujourd'hui dans les attentats qui sont menés, est-ce que les fauteurs de troubles sont effectivement les ordonnateurs et je dirais les initiateurs, il y a toujours cette idée que derrière il y a une main, plus ou moins incertaine dans certains cas, qui piloterait ces éléments. Et donc les trois personnages qui sont concernés dans ce contexte-là sont d'abord Joseph Picot de Limoëlan, né en 1768 et qui décédera, on le verra, en 1826. Lui va réchapper à la sanction. Le second, c'est celui qui s'appelle Saint-Régent, Pierre de Saint-Régent, né en 1768. Le troisième, c'est François-Joseph Carbon, lui aussi, né au milieu du XVIIIe siècle, en 1756, c'est-à-dire des gens d'une même génération qui sont nés sous l'époque de la monarchie. Ces trois hommes sont les acteurs de l'attentat, mais il y a aussi autour de ces trois hommes sous la houlette donc de Cadoudal de nombreuses complicités. Et là aussi, en matière d'attentat, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les réseaux. On le voit avec l'attentat de Nice actuellement, sur lequel la justice se penche avec beaucoup de précision. Eh bien, c'est les complicités qui vont avec ces actes. Et on a déterminé environ une soixantaine, 70 hommes qui sont concernés par cet attentat. Alors, effectivement, l'attentat est préparé, en tout cas envisagé à partir du mois de juin 1800, donc c'est-à-dire, finalement, on le sait par l'histoire, que cet attentat s'est préparé sur 6 mois, en quelque sorte. Et là aussi, quel est le temps de préparation d'un attentat. Quand on parle de l'attentat de Sarajevo en 1914, on sait qu'il s'est préparé aussi sur de longues semaines.
avec des préparatifs qui sont parfois incertains. C'est un peu le cas ici. Hein. Cadoudal, d'ailleurs, va prévenir l'Angleterre, donc ennemi de la France à ce moment-là, que s'organise en secret, évidemment, un coup, je cite, hein, un coup essentiel à Paris pour se débarrasser du personnage nocif au sein de la société française. Et donc c'est le début d'un préparatif qui va se mettre en place sur donc plusieurs mois, avec des préparatifs qui semblent extrêmement précis, extrêmement, je dirais, préparés avec soin et avec grande attention. C'est d'abord un attentat qui se veut efficace, dans lequel on va pouvoir organiser une sorte de coup parfait, en quelque sorte. Alors, le déroulement, hein, après les préparatifs, se met en place le 17 décembre 1800, lorsque Limoëlan, Saint-Régent et Carbon, tous les trois, achètent ce qui sera l'arme du crime. Et là aussi, hein, dans l'attentat, c'est souvent l'arme du crime qui est importante, hein, on verra tout à l'heure avec Santé Caserio, hein, l'auteur de l'attentat contre Carnot, qui a une pièce à conviction qui est l'arme du crime. En l'occurrence ici, l'arme du crime, elle se fait comme une forme de bricolage. En effet, les trois hommes achètent une charrette et un cheval. Hein. Une charrette et un cheval, ils achètent cette charrette et ce cheval à un négociant en grains parisien. Hein, Carbon se présente pour acheter cette arme, hein, qui va se présenter sous la forme d'une charrette et d'un cheval, comme un colporteur, hein, qui vient se doter d'éléments pour son travail, hein, un colporteur ayant acheté une provision de sucre brun qu'il doit transporter en Mayenne, et en particulier dans la ville de Laval, afin de l'échanger contre du tissu. Hein, et donc, c'est cette stratégie, hein, d'achat, hein, en quelque sorte, de l'arme du crime. Hein. On sait que pour l'attentat de Nice, ça a été la location d'un camion, par exemple. Hein. Donc, il y a là quelque chose à voir avec la préparation minutieuse que l'on veut mettre en place contre Bonaparte. Ensuite, les hommes vont louer un appartement, enfin un logement, on ne peut pas dire un appartement pour l'époque, mais un logement situé au 19 rue Paradis, près de la gare Saint-Lazare dans Paris, hein, et ils vont passer 5 jours dans ce logis, dans ce logement, à construire leur arme, à fabriquer leur arme. En fait, leur arme se fabrique dans un grand tonneau de vin, fixé sur la charrette, avec ce qu'on pourrait considérer comme 10 grands cercles de fer. Hein, et l'idée, c'est de bourrer le tonneau de poudre, hein, de charger ce tonneau d'une poudre dense, hein, qui explosera sur le passage de Napoléon Bonaparte. Donc ça, c'est la préparation qui prend quelques jours, donc, hein, et nous sommes le 17 décembre. Donc, 5 jours plus tard, hein, le 22 décembre 1800, hein, les hommes prospectent et se mettent à la recherche d'un emplacement. Hein. Donc, on se situe ici, effectivement, dans le cœur de Paris. Hein, le cœur, véritablement, de Paris, hein, où vous avez, non loin, le Palais Royal, la place du Carrousel, et le lieu qui est en rouge un peu forcé, ici, qui est le lieu où va se perpétrer l'attentat, donc recherche d'un attentat, et la recherche du lieu de l'attentat sera le choix de la rue Saint-Nicaise, hein, donc vous le voyez au nord du palais des Tuileries, hein, près de la rue Saint-Honoré. Hein, c'est aussi un lieu qui a été choisi pour une dimension symbolique. En effet, Bonaparte avait fait là tirer au canon contre des rebelles royalistes quelque temps auparavant. Donc il y a une sorte de cadre symbolique. Hein. Est-ce que le choix d'attentat se fait sur des éléments symboliques? Pour cet attentat-là, c'est effectivement le cas. Et donc, le 24 décembre, jour J, en quelque sorte, hein, 1800, exactement selon le calendrier révolutionnaire, le 3 Nivose en 9, hein, pour compliquer un peu la situation, hein, en fin d'après-midi, hein, le tonneau est transporté porte Saint-Denis à Paris, dans un immeuble abandonné. La poudre est donc à cet endroit-là chargée de manière intense dans le tonneau, hein, et ensuite ce tonneau se rend assez discrètement, le plus discrètement possible, effectivement, rue Saint-Nicaise. Il est là, 19h, hein, Bonaparte et son épouse, sa femme, Joséphine de Beauharnais, qui, je vous le rappelle, est sa
première femme entre 1796 et 1809, eh bien, il est programmé de longue date que le couple va aller à l'opéra pour assister à la première représentation en France de la création, hein, c'est le titre de cette œuvre, de Joseph Haydn, hein, compositeur autrichien d'ailleurs, hein, à cette occasion, qui va se donner pour la première fois en avant-première à l'opéra, œuvre lyrique dramatique, on pourrait dire, dans ce contexte, hein, et une pièce d'ailleurs qui se fait sans costume ni décor, et qui est une pièce que tout le monde attend, hein, dans le tout Paris, on attend cette pièce avec une certaine impatience, d'autant que Bonaparte et son épouse seront de la partie en quelque sorte. Donc il y a là un événement parisien important, hein, dans ce Paris de la veille de Noël 1800, hein, on est la veille de Noël 1800. Et donc, au moyen d'une mèche, l'explosif est activé au passage du carrosse, hein, par notamment l'un des trois hommes, Saint-Régent en particulier, hein, mais l'arme, d'une certaine manière, ne réussit pas à trouver sa cible, hein, on le sait. Hein, ne réussit pas à trouver sa cible, puisqu'il y a là une stratégie qui se grippe malgré la longue préparation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on va retrouver cette situation qui fait que pendant les attentats, les terroristes sont parfois aussi amenés à être dans des prises en défaut, hein, on l'a vu avec les attentats du 13 novembre notamment, hein, où les plans échafaudés ne sont pas tout à fait ceux qui sont réalisés d'une certaine manière, hein, notamment lorsque c'était passé au Stade de France en 2015. Eh bien, du coup, l'explosion n'est pas suffisamment précise, hein, car en particulier Limoëlan, hein, qui est posté sur la place du Carrousel, hein, panique au moment où il faut être décisif, et oublie de lancer un signal d'alerte à Saint-Régent. Et donc, Saint-Régent fait exploser un peu à l'aveugle au moment où le carrosse passe, hein, en quelque sorte. Donc, la bombe explose. Effectivement, hein, elle explose, c'est une énorme déflagration, hein, et cette bombe quand même provoque des victimes, hein, 22 morts lors de cette explosion, plus de 100 blessés, hein, 50 maisons de cette rue détruites, hein, donc effectivement, hein, et par chance pour lui, hein, le premier consul sort indemne, totalement indemne de cet attentat. D'ailleurs, le premier consul passait là, hein, pour la petite anecdote, assoupi, il dormait quand il est passé sur le... Alors l'attentat l'a réveillé, hein, d'une certaine façon. Hein. Mais alors ce qui est tout à fait intéressant, vous voyez, hein, c'est que finalement la bombe explose, le carrosse continue sur sa route, hein, sans s'arrêter, hein, le carrosse continue son chemin, et le couple assiste à la représentation qui était prévue, hein, de Joseph Haydn, la création. Hein, donc effectivement, sorte de déni total du danger potentiel, hein, dans ce contexte-là. Hein, on voit ici, hein, la manière dont on évoque, hein, la mise à feu de cet engin de mort, hein, on pourrait dire. Hein. Alors vous allez voir, on va revenir à la notion de machine infernale. Hein. Alors, effectivement, autant l'empereur se désintéresse de ce qui a pu le menacer de mort, hein, puisqu'il va tranquillement assister au mépris de ce qui se passe derrière lui et des victimes. Hein. On imagine mal aujourd'hui un président de la République qui irait assister au spectacle alors qu'il y a 22 morts derrière lui. Et bon, peut-être, on ne sait jamais hein, d'ailleurs, hein, mais bon, l'émotion populaire est quand même réelle. Hein. C'est-à-dire que Paris est dévasté d'une certaine manière, en son centre, en son cœur. Hein, des maisons détruites, des morts, des blessés. Et l'émotion est populaire. Et alors là, c'est un élément intéressant aussi, c'est que immédiatement, on suppose qui serait l'auteur de cet attentat. Hein. On essaie de trouver des culpabilités, des responsabilités. Et là, c'est un élément intéressant, c'est le fait que l'attentat, bien souvent, fabrique de la rumeur, on pourrait dire aujourd'hui de la fake news, hein, sorte comme ça de conviction que les auteurs, hein, c'est d'ailleurs souvent le cas, hein, quand une bombe explose, il y a souvent 50 ou 60 groupes qui peuvent appeler pour dire c'est nous qui avons posé la bombe, hein, puisque c'est souvent une aubaine pour susciter un trouble dans les pouvoirs en place autour de ça, et pas que républicains. Donc immédiatement, une conviction semble s'imposer dans l'opinion parisienne, si on peut dire, publique, hein, c'est que c'est un coup des Jacobins. C'est un coup des Jacobins qui sont effectivement de virulents opposants à Bonaparte, hein, à cette occasion, hein, et donc, immédiatement, dans les heures qui suivent, et ça c'est un phénomène assez récurrent, hein, on a vu aussi l'islamophobie qui s'est développée après les attentats de Nice et de Paris, hein, où on est allé demander aux
aux musulmans de se justifier de ne pas être des terroristes, voire en développant des actes virulents et parfois violents à l'égard de certains musulmans, hein, et bien là, il va y avoir une répression assez rapide et brutale, parfois aveugle, dans les milieux jacobins, qu'on appelle les milieux jacobins exclusifs, un peu radicaux eux-mêmes, hein, dans ce contexte-là. Hein, immédiatement, une liste est établie de 153 personnes jacobines fichées, que l'on va considérer comme des proscrits, hein, qui sont principalement situés autour du faubourg Saint-Antoine à Paris, que l'on va prendre et que le lendemain on va envoyer en exil. Cette liste des 153, hein, qu'on pourrait considérer comme fichés, hein, comme sont certains terroristes islamistes fichés en France, hein, avec un système de surveillance un peu comme ça, bricolés, hein, on pourrait dire ça comme ça, hein, eh bien, sont envoyés en exil. Donc on envoie des Jacobins en exil, hein, sans procès. Alors l'exil, c'est où pour ces Jacobins? Eh bien, figurez-vous, c'est un exil qui serait peut-être doré pour aujourd'hui. Ils partent aux Seychelles, en particulier, hein, à bord d'une corvette, pardon, qui s'intitule La Flèche. Hein, c'est pas pour autant qu'elle est rapide, hein, mais les Seychelles est une destination de confinement, d'éloignement, de mise au bagne en quelque sorte, hein, donc sans savoir pourquoi, enfin si, en considérant qu'effectivement ils sont victimes d'une répression qui ne les concerne pas, c'est 133, alors ils ne sont pas tous à partir du côté des Seychelles, hein, d'autres sont emprisonnés un peu plus près, à l'île de Ré, ou à l'île d'Oléron, hein, ou aussi au fort de Joux, hein, dans le Doubs, hein, donc effectivement, sorte de première répression, de première désignation de responsables potentiels que seraient ces Jacobins. Et donc là, il y a toujours cette idée de savoir voilà, qui est responsable de bombes qui explosent. Et régulièrement, hein, dans les années 80, quand des bombes explosaient, hein, je pense à l'attentat de la rue de Rennes en 1986, je pense à la rue des Rosiers, par exemple, hein, il y a eu plein de pistes qui ont été avancées, hein, les Arméniens, enfin bon, il y avait comme ça tout un ensemble de directions potentiellement prises, créant d'ailleurs le trouble et semant une forme de zizanie, hein, dans la répression potentielle. Alors ça, c'est l'émotion populaire immédiate, c'est la répression immédiate, et puis ensuite on va reconstituer la scène, hein, excusez-moi, je n'ai pas montré ces dessins, ces croquis qui mettent en avant l'attentat en tant que tel. Voici une gravure ici qui représente l'attentat. Alors c'est une gravure beaucoup plus tardive, hein, puisqu'elle a été dessinée en 1882, c'est-à-dire quasiment un siècle plus tard, hein, par Henri Gourdon de Genouillac, qui voulait raconter une histoire de Paris. Cette gravure est parue dans l'ouvrage qui s'intitule, vous voyez, Histoire nationale de Paris et des Parisiens depuis la fondation de l'UTES jusqu'à nos jours, et on évoque l'épisode de l'attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800, hein, ou ici aussi, hein, une gravure qui évoque, et là évidemment il y a une dimension presque onirique, on pourrait dire, hein, où l'attentat de la rue Saint-Nicaise, que l'on se plaît à évoquer l'explosion de la machine infernale. Vous voyez, la machine infernale. Donc la bombe explose, hein, vous la voyez ici, cette bombe, hein, là dans la rue, hein, et effectivement le souffle de l'explosion provoque, alors de manière peut-être un peu abusive, hein, effectivement mais vous voyez, c'est très bien représenté parce que vous voyez les fenêtres, hein, qui sont soufflées, hein, qui tombent, hein, effectivement, et puis la panique qui s'ensuit, et puis aussi les morts qui sont à déplorer pour ceux qui étaient tout proches de cette explosion. Hein. Même chose ici dans cette gravure qui va beaucoup susciter vous voyez, l'attentat va beaucoup susciter de dessins, d'œuvres d'art, de reproduction. Hein. Ici, c'est une estampe du temps, vous voyez, qui présente le souffle, là aussi, de l'explosion, qui va beaucoup frapper les imaginaires des Français d'avant le couronnement de l'empereur Napoléon Ier. Hein. Voilà ici aussi des mises en scène régulières et précises de cette situation qui fait que, vous voyez, on montre Napoléon ici qui se réveille de cette somnolence, frappé par la, enfin en tout cas attentif quand même à l'explosion, même si le carrosse va suivre sa route d'une manière importante. Alors, là, on va reconstituer la scène, hein, à partir, même si on a tout de suite essayé de couper le cou aux Jacobins, on va reconstituer la scène, hein, par
le préfet de police de Paris, qui est d'ailleurs le premier préfet de police de l'histoire, hein, ce poste avait été créé à cette occasion, hein, une sorte de spécificité parisienne. Hein, il s'appelait justement Louis-Nicolas Dubois, hein, mort en 1847, et qui était le premier préfet entre 1800 et 1810, c'est-à-dire avant le couronnement et après le couronnement, hein, premier préfet de police de Paris. C'est lui qui va mener l'enquête en personne, malgré le fait qu'on ait éloigné les Jacobins, il va interroger très précisément tous ceux qui sont de nature à donner des informations, interrogatoires notamment de tous les vendeurs de chevaux de la capitale. Hein, effectivement. Hein, et en fait, il faut 3 semaines pour arriver à, finalement, que l'enquête aboutisse et arrive à la condamnation des 3 chouans, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, ce qui n'empêche pas, le fait qu'on arrête les chouans, de voir se poursuivre la répression contre les Jacobins. Vous voyez? Et donc, Carbon et Saint-Régent sont notamment arrêtés, hein, ils sont arrêtés donc au tout début du mois d'avril, ils sont arrêtés pardon, au tout début du mois de février 1801, donc vous voyez quelques semaines après l'attentat, hein, et ils vont être très rapidement jugés et sommairement jugés avant d'être donc exécutés place de Grève à Paris, hein, en public. Ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, c'est qu'on exécutait en public, notamment sur les lieux des crimes, les fauteurs de troubles. Hein, c'était une sorte de sanction qui suscitait un véritable spectacle, hein, à l'époque. Hein, l'exécution des criminels était considérée comme étant une sorte de pédagogie collective, hein, à laquelle on se pressait, vers laquelle on se pressait. Je rappelle simplement que, voilà un autre attentat sur lequel je ne parlerai pas, mais qu'on aurait pu évoquer, c'est l'attentat contre le président Paul Doumer en 1932. Hein, celui qui se ruse d'ailleurs, qui avait fomenté l'attentat dans la région, ici à Nice, hein, à Monaco, Gorgoulov, hein, qui justement prétendait que Paul Doumer ne faisait pas assez pour lutter contre le communisme soviétique, hein, et que d'une certaine manière il fallait faire plus pour délivrer l'Union soviétique de cette mainmise communiste. Hein, Gorgoulov, lorsqu'il est appréhendé, hein, après l'attentat, immédiatement, hein, il est très rapidement jugé et très rapidement exécuté en public, hein, en 1932 encore, devant la prison, hein, parisienne, et effectivement on se presse d'une manière assez marquée pour aller voir l'exécution de ce terroriste en 1932 encore. Vous voyez, donc on est plus d'un siècle après, et c'est la situation qui se met en place. Alors le seul qui échappe à la répression, c'est Limoëlan, qui lui parvient à s'échapper. Hein. Il a été alerté que ces deux complices ont été arrêtés, évidemment leur mort est promise, et donc il s'échappe, et il parvient à s'échapper aux États-Unis, où il va devenir prêtre jusqu'à la fin de sa vie. Effectivement, hein, il devient prêtre en 1812, hein, Limoëlan, et donc il va, lui, finalement, je ne dis pas couler des jours heureux aux États-Unis, hein, dans des États-Unis qui sont à ce moment-là extrêmement, je dirais, une jeune nation, hein, mais il va pouvoir continuer à vivre sur place en exil, hein, il ne retournera pas en France jusqu'à sa mort. Alors, intéressant parce que, donc, du coup, voilà, si vous voulez, ici, l'évocation de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, qui a été commémoré par 2 médailles à l'effigie du premier consul. Vous voyez que le premier consul en sort grandi, hein, comme une sorte de héros qui a pu échapper par miracle, certains, mais en tout cas, pour lui, c'est une sorte de signe du destin. Hein, donc, une effigie, pardon, une médaille, une médaille. La première est donc celle qui a été gravée, comme on le voit ici, par l'orfèvre français qui s'appelle Henri Auguste, hein, et un second exemplaire ici, hein, qui met en évidence, vous voyez, citoyen vole en foule vers lui, ami, ce n'est pas à moi qu'il faut venir, qu'on aille au secours des malheureux que la machine infernale a pu frapper. Vous voyez la notion de machine infernale, hein. Et donc le deuxième là, hein, c'est Louis Manfredini, un graveur italien, et les 2 médaillons sont aujourd'hui présents au musée Carnavalet de Paris, hein, commémorant cet épisode dans ce contexte-là, et au musée Carnavalet, au musée Carnavalet, non ça c'est autre chose, au musée Carnavalet, donc on a un peu les archives, les traces de cet attentat qui ont été conservées. Donc on parle d'ailleurs de cet attentat, encore une fois, comme le complot à la machine infernale, et d'ailleurs c'est justement cet imaginaire de l'objet qui fabrique le mal, si on peut dire, qui
qui fomente l'attentat, qui est un peu l'acteur principal peut-être de cet attentat, puisque c'est ce nom-là qu'on retient, hein, eh bien, d'autres terroristes, hein, je passe au second attentat, au deuxième attentat, pardon, vont s'en inspirer. Hein, la machine infernale, en fait, a fait des petits, hein, ou des petites, hein, puisque d'autres terroristes s'en souviendront pour un autre attentat en 1835, donc c'est le second que je voudrais évoquer, contre le roi Louis-Philippe. Alors une petite remarque d'abord sur ce second attentat. Sachez qu'il n'y a jamais eu autant d'attentats en France que sous la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848, hein, notamment, effectivement, à partir du moment où le gouvernement de Louis-Philippe veut servir, veut développer, veut mettre en place une répression très forte contre ce qu'on appelle à l'époque l'agitation républicaine. Tu vois, j'essaie de rester quand même un peu dans le sujet. Nous sommes donc à peu près vers 1831, mai 1831, hein, donc Louis-Philippe arrive en 1830, donc c'est un an et demi après qu'il va essuyer, hein, des attentats qui sont un peu consécutifs de cette répression très forte qu'il développe contre les républicains. Hein, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que beaucoup de républicains, hein, décident de passer à l'action violente. Vous voyez, on peut être républicain et passer à l'action violente sous Louis-Philippe. C'est un élément intéressant, hein, à prendre en compte. Contre la personne du roi en particulier, hein, qui est un roi quand même assez raillé, hein, on connaît toutes les caricatures qui ont été celles de Lapoire, hein, de Daumier et d'autres, hein, pour faire triompher leur revendication républicaine. Hein. Et l'auteur de cet attentat, certains le connaissent ici, hein, c'est un Corse qui s'appelle Fieschi, hein, Giuseppe Fieschi, hein, conspirateur, né en 1790, et donc il mourra rapidement en 1836, hein, une famille de bergers de Murato, hein, de Corse. Fieschi, qui a, c'est intéressant de le dire, a pris le nom de sa mère. Hein, et alors, là, c'est un vrai sujet, vous voyez. Est-ce que les actions terroristes peuvent s'expliquer par le parcours personnel? Hein, est-ce qu'on peut trouver des raisons de passage à l'acte personnel à partir d'une biographie, hein, à partir d'un parcours, à partir éventuellement de traumatismes vécus? C'est un vrai sujet, hein, sur lequel moi je ne me prononce pas. Je ne sais pas quoi dire sur ce sujet-là. Mais en tout cas, bon, on peut dresser quelques éléments du portrait du personnage. Hein, donc une enfance ponctuée par des drames familiaux, hein, chez Giuseppe Fieschi. Son père a connu pas mal de problèmes, hein, dans sa vie lorsque il était un homme actif. Hein, il a été arrêté, hein, il a vécu 6 ans en prison pour avoir volé des jambons. Hein, et effectivement, c'est une conspiration un peu contre lui. Hein, il a même été exposé, hein, sur la grande place de Bastia pour sorte d'actes de ce type-là, de petite délinquance, très petite délinquance à répétition. Hein, et d'ailleurs, le problème, c'est que ce père meurt pendant cette détention. Hein, donc il y a peut-être une sorte de sentiment d'injustice chez Fieschi. Bon, c'est un élément que je verse au dossier, je ne sais pas s'il est prépondérant. En tout cas, ce que va faire Fieschi à l'âge de 16 ans, c'est de s'engager dans l'armée de Napoléon, hein, peut-être par fraternité corse, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a là un engagement assez rapide. Hein. Il est né en 1790, donc nous sommes en 1806, hein, lorsqu'il s'engage dans l'armée napoléonienne. Hein, et puis évidemment, j'enlève évidemment, puisque lorsque chute Napoléon, lorsque l'Empire décline, hein, eh bien, il est un peu un enfant perdu, on pourrait dire, hein, encore jeune, hein, il a 25 ans, il devient mercenaire, hein, d'une certaine manière, mercenaire, militaire, sans grand combat à mener, on pourrait dire, hein, un peu déclassé très jeune. Hein, en plus de ça, il y a des convenus conjugales, il devient voleur, délinquant à la petite semaine, vidé de réelles convictions, je dirais amer avant d'être vieux, on pourrait dire ça comme ça, hein. Mais il garde peut-être une flamme chez lui, c'est le goût pour l'action qu'il a pris auprès des armées napoléoniennes. Hein. Il reste un militaire, mais aussi il reste potentiellement quelqu'un qui va essayer d'avoir une activité dont il cherche d'ailleurs la voie. Hein. Donc il devient ce qu'on appelle, dans ces années incertaines de la Restauration, comploteur, hein, c'est le terme qu'on emploie, hein, notamment membre d'une société qui peut-être ne devrait pas mener aux attentats, c'est la société qu'on appelle la Société des droits de l'homme, justement. Hein. Société des droits de l'homme qui, effectivement, va amener, hein, à réfléchir à la possibilité d'imposer d'une manière plus radicale que par
la négociation, hein, l'imposition de la République. Hein. En fait, c'est un groupement républicain, la Société des droits de l'homme, de tendance jacobine, donc marqué par une forme de, je dirais, de conviction très forte, hein, qui avait été fondée en 1830 hein, et qui commence à prendre de l'importance, d'autant plus que Louis-Philippe engage une répression contre les républicains. Et donc, Fieschi, qui était un peu en mal de combat, on pourrait dire, mais pas en mal d'action, en fait, hein, il se sentait d'une énergie, évidemment, qui est celle de son âge, hein, va se laisser séduire. Et là aussi, c'est la question de savoir comment est-ce qu'un homme passe à l'acte en se laissant, je dirais, convaincre de propager hein, et de mettre en place un attentat suicide. Hein. Si on prend les Twin Towers, par exemple, hein, comment est-ce qu'on rentre dans la conviction qu'on va se placer dans un avion qui va s'encastrer dans un immeuble, hein, dans une tour, hein, et comment est-ce qu'on est prêt à laisser sa vie hein, pour un combat qu'on va épouser sur le tard. C'est le cas de Fieschi, hein, qui se laisse séduire par convaincre même par les idées républicaines. Lui, l'ancien bonapartiste, napoléonien, on pourrait dire, hein, pro-empereur, hein, se laisse séduire par ces républicains qui semblent être un mouvement radical des droits de l'homme au début des années 1830. Hein, et notamment, il écoute lui qui n'était pas un intellectuel, hein, mais il écoute des intellectuels qui tentent de le convaincre, des gens comme Théodore Pépin, par exemple, hein, ou Pierre Morel, hein, qui sont je dirais, des penseurs de cette idée républicaine un peu dure, un peu rude, du début des années 1830, et ce qu'avait Fieschi en tête également, hein, et ces quelques alliés qui vont commencer à envisager de fomenter un attentat, eh bien, il se rappelle de la machine infernale qui avait visé Napoléon Bonaparte quelques décennies plus tôt, hein, c'est pas si loin, hein, on est dans les années 1830, c'était il y a 30 ans. Donc, ils vont constituer cette machine infernale que vous voyez ici, enfin, vous voyez les restes, on pourrait dire, de cette machine infernale, qui est conservée, figurez-vous, aux archives nationales. Aux archives nationales, vous avez des documents, vous avez des archives, vous avez aussi des objets. Hein, et bien souvent, on ne sait pas que dans les archives nationales, il y a des objets, notamment des pièces à conviction liées à des enquêtes qui ont été menées, notamment après des attentats. Hein, donc, la machine infernale, eh bien, elle retrouve du service, un peu plus moderne, peut-être 30 ans plus tard, hein, je ne connais pas trop la véritable conception de tout ça, mais c'est quand même, ce que je pourrais vous dire, 25 canons de fusil juxtaposés, hein, sur un châssis incliné, hein, que l'on place à l'appui, le châssis incliné qu'on place à l'appui d'une fenêtre, hein, avec la mise à feu d'une seule personne, hein, qui tire simultanément 25 fois, d'un seul coup, vous voyez, hein, très moderne, hein, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu bricolé, hein, mais à l'époque, c'était superbement moderne, si on peut dire, hein, avec l'idée d'envoyer 25 projectiles de mitraille, hein, sur une cible donnée, en l'occurrence. Hein, donc voilà. Et l'occasion, donc la préparation de l'arme se fait plus en amont que ce que j'évoquais tout à l'heure, l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Et l'occasion est donnée lorsque vont être célébrés les 5 ans du règne de Louis-Philippe, hein, qui va commémorer hein, donc, le début de son règne, 5 ans plus tard, en 1835. Les 5 ans de commémoration de ce règne, Louis-Philippe les prévoit en grande cérémonie, hein, en grande pompe, on pourrait dire. Hein. La garde nationale est visitée par lui sur les grands boulevards de Paris, jusqu'à la place de la Bastille. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs d'attentats contre lui, hein. Il n'est pas inconscient, il sait que sa personne est visée, des rumeurs sont venues jusqu'à ses oreilles, mais il décide de passer outre, de ne certainement pas annuler cet événement, hein, et il va se rendre donc, sur à nouveau le pavé parisien, en quelque sorte, hein, et donc là vous avez un tableau, hein, peut-être difficile à lire de vous êtes, hein, mais simplement pour référence, c'est un tableau qui s'intitule tout simplement l'attentat de Fieschi, le 28 juillet 1835, par Eugène Lamy, L-A-M-I, qui est un tableau pas d'actualité, puisqu'il a été réalisé 10 ans après, qui est aujourd'hui au château de Versailles. Hein, quand on visite le château de Versailles, il y a des salles de peinture, hein, en l'occurrence, vous avez ce tableau qui renseigne presque comme une actualité cet attentat. Donc, entouré de ses fils, de quelques-uns de ses ministres, hein, on peut penser par exemple au duc de Broglie ou à Thiers, hein, de nombreux maréchaux, hein, de nombreux officiers, eh bien,
le roi se lance dans la revue militaire qu'il est en train de mettre en place, hein, la revue de la garde nationale en particulier, hein, qui est placée au garde-à-vous. Et alors la fameuse machine infernale, hein, on en a une autre peut-être plus repérable ici, hein, qui est une peinture dont on ne connaît pas véritablement l'auteur, enfin on considère que c'est attribué à Gabriel Le Paul, hein, l'attentat de Fieschi, 28 juillet 1835, qui est au musée Carnavalet à Paris, voilà, hein, qui donc renseigne un petit peu de la manière dont l'attentat s'est déroulé. Hein. Alors peut-être qu'on peut, pour être plus clair, hein, regarder cette gravure, hein, qui reparle de la machine infernale 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Effectivement, donc c'est la machine infernale qui est passée au 50 boulevard du Temple. Hein, la foule est nombreuse, comme on le voit ici, derrière la garde nationale, hein, et la machine infernale au passage de Louis-Philippe est mise en route par Fieschi lui-même, qui allume, hein, la machine et les coups partent, hein, pleuvent, hein, comme on pense le voir ici, mais au mauvais moment, hein, quelques secondes, hein, de décalage en quelque sorte, hein, le roi est très légèrement blessé, hein, et donc l'explosion se fait d'une manière finalement un tout petit peu décalée. Hein, le coup est passé plus près que Napoléon, hein, mais il a juste une éraflure au front, le pauvre roi, hein, ici, hein, mais ça occasionne quand même la mort de 18 personnes, 42 blessés, hein, dont un maréchal, le maréchal Mortier, hein, et là aussi, hein, comme on avait dit pour Napoléon Bonaparte, mais plus encore pour le roi Louis-Philippe, il fait preuve de sang-froid, il fait preuve je dirais, de lucidité, de disponibilité, hein, et d'une certaine manière, cet attentat raté, hein, encore une fois, il va en sortir grandi d'une certaine manière, hein, puisque son côté spectaculaire, comme on le voit dans ses tableaux ou dans ses gravures, hein, va susciter, comme en 1800, une vague d'indignation, et je dirais même une vague d'épouvante. Hein, tous les souverains d'Europe vont envoyer des messages de sympathie à Louis-Philippe. Hein, et Fieschi, donc blessé par le dispositif qu'il a mis en route de manière un peu maladroite, hein, pas complètement maîtrisée, on pourrait dire, hein, est arrêté très rapidement, quelques minutes après l'attentat. Hein, et effectivement, on arrête quelques jours plus tard aussi les intellectuels, Pépin et Moret, qui ont été considérés aussi comme un peu les cerveaux de cette opération. C'est effectivement une arrestation spectaculaire qui va susciter une émotion. Et là, moins rapidement que pour les auteurs de l'attentat contre Bonaparte, un procès va s'ouvrir tardivement. Il y aura des problèmes de procédure, hein, et effectivement, le procès va s'ouvrir le 30 janvier 1836, c'est-à-dire quelques mois plus tard, hein, devant la Chambre des Pairs. Hein, ce procès est suivi avec une grande passion, une grande, je dirais, un côté très attentif de la part des Français, des Parisiens en particulier. Hein. C'est la Chambre des Pairs qui est compétente pour juger les attentats contre la sûreté d'État, comme on dit à l'époque. Hein. Et finalement, ces trois hommes seront donc guillotinés quelques jours plus tard, le 19 février 1836, avec un immense déploiement de forces de l'ordre, parce que il y a ici 30 000 personnes qui viennent assister à l'exécution de Fieschi, de Pépin et de Moret, avec effectivement 4 000 hommes qui ont été déployés pour assurer la sécurité, 30 000 personnes présentes, hein, et premier élément qu'on peut noter, c'est que les médecins sont convoqués pour aller récupérer la tête de Fieschi et examiner cette tête. Pourquoi? Parce que c'est une époque, à partir de 1836, on essaie de... 1836, c'est aussi l'affaire Lassner à cette époque-là, vous voyez, ce meurtrier, pardon, bandit, ce meurtrier dandy, hein, c'est-à-dire en fait celui qui tue non pas par raison sociale, hein, l'idée selon laquelle les meurtriers seraient tous des prolétaires, hein, seraient tous des ouvriers, auraient tous une revanche à prendre sur la société, et bien Lassner prouve que non. On peut aussi tuer lorsqu'on est quelqu'un d'aisé, voire du monde, hein, et Lassner va d'une certaine manière faire salon dans sa prison, recevoir avant effectivement d'être exécuté à son tour peu de temps après Fieschi, mais on s'intéresse dès 1830-1840 à une médecine, je dirais même à une analyse scientifique des criminels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez en tête cet écrit d'un anthropologue italien qui s'appelait Lombroso, Cesare Lombroso, qui avait quelques années plus tard
dans les années 1870, publié cet ouvrage « L'homo delinquente », le délinquant, qui essayait de racialiser les délinquants avec ce fantasme qu'on a retrouvé au moment des attentats contre Charlie Hebdo en particulier, qui a été de considérer qu'on pourrait appréhender les criminels avant qu'ils ne passent à l'acte, parce qu'ils seraient racialement déterminés. Et donc on va essayer d'analyser la tête de Fieschi pour savoir si ce Corse n'aurait pas une sorte de trait physique qui rendrait peut-être possible et plausible la thèse d'appréhender et de désigner des gens qui seraient des délinquants en puissance qu'on mettrait à l'écart pour éviter de les laisser agir, ce fantasme, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait arrêter aussi les islamistes avant qu'ils ne passent à l'acte et avant qu'il y ait des actes. C'est une sorte de fantasme comme ça, d'arrêter quelqu'un avant qu'il ne fasse un acte, c'est une sorte d'improbabilité qui était déjà une sorte d'idée à ce moment-là, avec l'idée du secours des scientifiques qui viendraient étudier et donc dessiner ceux qui seraient des délinquants en puissance qu'on ne pourrait éliminer d'une certaine manière, peut-être avant même qu'ils ne passent à l'acte. On avait même considéré qu'il y avait des zones territoriales qui seraient potentiellement plus marquées par les criminels. Et Cesare Lombroso, notamment avec ses disciples, avait considéré qu'en France, il y avait deux zones qui étaient importantes, c'était le sud de la France et la Corse, justement. Pas trop le nord, donc vous voyez, une forme de sudisme douteux qui a alimenté les stéréotypes sur les bandits du sud, et pas tellement les bandits du nord. Bon, je ne vais pas faire de régionalisme à bas prix ici, mais bon voilà, c'est un élément qui va jouer un rôle essentiel, mais en tout cas voilà. Bon, c'est le début, puisque après, plus tard, on aura des médecins comme Lacassagne qui repartiront sur des dimensions plus sociales et moins raciales, à l'époque de la grande époque de la race, qui renvoyait à ces dimensions-là. D'ailleurs, cette situation comme tout à l'heure quand j'évoquais les Jacobins, va susciter une vague de répression anti-républicaine. Il va y avoir une chasse aux républicains à partir de l'attentat. Les républicains on va jeter une opprobre véritablement sur les républicains, qui vont être sévèrement punis, avec notamment des lois répressives qui vont être votées. On va tout à l'heure parler des lois scélérates, mais il y a des lois scélérates anti-républicaines qui sont votées très précisément le 9 septembre 1836, effectivement, avec la réorganisation des cours d'assises, avec l'interdiction de toute contestation du régime, donc une interdiction de la liberté, en particulier de la presse, qui était assez libre au début, et puis là, les caricatures, les propos qui pouvaient être tenus contre le roi, qui étaient relativement importants, vont se retrouver étouffés, et finalement, une censure de 30 journaux républicains qui vont être interdits immédiatement après cet attentat. Donc il y a là une sorte de dimension de répression qui va être très importante et très forte. Voilà le fameux Fieschi, qui n'inspire pas forcément confiance, mais enfin bon, bref, on ne va pas faire du racisme au faciès. Voilà le fameux Fieschi. Alors exactement, j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas montré les images. Voilà ici cette proclamation de Louis-Philippe après l'attentat. Vous voyez, Français, la garde nationale et l'armée sont en deuil, les familles françaises sont désolées, un affreux spectacle a déchiré mon cœur, un vieux guerrier, un vieil ami épargné par le feu de 100 batailles, est tombé à mes côtés sous les coups que me destinaient les assassins. Ils n'ont pas craint pour m'atteindre d'immoler la gloire, l'honneur, le patriotisme des citoyens paisibles, des femmes et des enfants. Et Paris a vu verser le sang des meilleurs Français au même lieu, le même jour où il coulait il y a 5 ans pour le maintien des lois du pays. Français, ceux que nous regrettons aujourd'hui, sont tombés pour la même cause. L'idée qu'effectivement, des innocents sont des victimes dans les attentats, on l'a vu. C'est encore une marche. La monarchie constitutionnelle, c'est la liberté légale, c'est l'honneur national, la sécurité des familles. La mienne est à la fois un hommage offert à de nobles victimes et le témoignage éclatant de l'union de la France et de son roi. Mon gouvernement connaît ses devoirs, il les remplira, cependant que les fêtes qui devaient signaler la dernière de ces journées fassent place à des pompes plus conformes aux sentiments qui nous animent, que de justes honneurs soient rendus à la mémoire de ceux qui la patrie vient de perdre, que les voiles de deuil qui ombrageaient hier les 3 couleurs soient à nouveau rattachés à ce drapeau, fidèle emblème de tous les sentiments du pays, donc fait aux Tuileries en 1835, le jour même de l'attentat. Donc Louis-Philippe qui signe effectivement cette annonce placardée sur les murs de la capitale. Donc l'exécution de Fieschi
de Morée et de Pépin, hein, bon, c'est un peu de l'art naïf, mais c'est presque un peu de la boucherie même, hein, mais vous voyez, la tête qui tombe, hein, qui amène une sorte de caractère solennel ici, peut-être fait de briques et de broc. Vous voyez ce qu'on met sur la table pour stabiliser, enfin sous l'échafaud improvisé, hein, pour stabiliser le lieu, hein, peut-être un peu plus précis ici, hein, Pépin, Morée et Fieschi, et donc exécuté le 19 février 1836, et la fameuse tête de Fieschi, hein, qui a été ici peint par, encore une fois, ce Le Paul, hein, à la salpêtrière, enfin peint plutôt, oui, gravé, hein, à la salpêtrière, le samedi 20 février 1836. Voilà, donc cette tête va susciter beaucoup d'intérêt dans ce contexte-là, hein. Ici, c'est un graveur qui s'appelle Raymond Brascassat, hein, la tête de Fieschi après son exécution, et c'est toujours au musée Carnavalet, donc si vous voulez approfondir ce sujet, il faudra aller faire un tour au musée Carnavalet, hein, avec effectivement, vous voyez, hein, là aussi, hein, des mémoires des attentats, puisque on aura ici cette représentation, hein, d'une machine infernale qui va agir, hein, peut-être on a moins d'images spectaculaires qu'en 1800, hein, mais le public qui est bien sûr touché par cet attentat de Fieschi, placé ici en affichette un peu plus tard, hein, dans les années 1860, pour commémoration. Bien, alors j'arrive au troisième attentat, peut-être le plus... disons, le plus significatif de ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est cet attentat qui a donc touché à la fin du 19e siècle. Donc là, on est en République. Effectivement, Sadi Carnot, le président de la République française, qui était président depuis 1887 et qui était en passe de vouloir renouveler son mandat en 1894, puisqu'à l'époque, c'était des septennats, hein, qui étaient proposés. Cet attentat n'est pas un attentat parisien, c'est un attentat lyonnais, déjà. Et cet attentat lyonnais, hein, se fait dans un contexte très particulier qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, hein, puisqu'on célèbre beaucoup pour cette époque, la belle époque, hein, ou l'affaire Dreyfus d'une certaine manière, puisqu'on est au tout début de l'affaire Dreyfus en 1894, on est au tout début de la belle époque en 1894, mais aussi dans un contexte anxiogène dans la société française. On est dans un contexte effectivement qui va amener à se poser des questions sur la violence au sein de la société, une société qui effectivement est marquée par des phénomènes de violence, une violence contre le monde ouvrier, hein, d'un capitalisme agressif, hein, à cette occasion, une violence également qui va se traduire par des actes violents contre la République en particulier, hein. Et donc il y a quelque chose à voir avec la migration aussi, puisque l'auteur de l'attentat est un Italien, Sante Geronimo Caserio. Intéressant de voir son nom, Geronimo. Vous savez que Geronimo, c'est un nom qu'il a, d'une certaine manière, qu'il s'est donné comme une sorte de label, hein, c'est-à-dire qu'il y avait chez les jeunes, en particulier les jeunes anarchistes à cette époque-là, une référence qui était faite, hein, un peu comme aujourd'hui on peut avoir des références à Malcolm X ou à des militants d'une autre époque, hein, et bien là on saluait les Indiens d'Amérique, et en particulier Geronimo venait faire des conférences à Paris, et faisait des tournées il était encore vivant à cette époque-là, il faisait des conférences de tournées à Paris pour parler du sort des Indiens qui était lamentable dans ces États-Unis qui laissaient, et donc les militants avaient une sensibilité à l'égard de Sante Geronimo Caserio. D'ailleurs, vous savez sans doute qu'à cette époque-là, il y avait ceux au pluriel qu'on appelait les Apaches, qui étaient ces jeunes fils d'ouvriers, souvent discriminés socialement à Paris. Je pense aux fils d'Auvergnats, aux fils de Bretons, aux fils de Provençaux qui venaient à Paris, qui voyaient des souffrances parentales dans le monde ouvrier, qui ne voulaient pas subir je dirais le destin des parents, hein, et qui devenaient de jeunes délinquants, hein. Il y avait des délinquants mineurs, les Apaches, ils ont 12, 13, 14 ans. Et on pourrait dire, je ne dis pas que c'est des fils d'immigrés, mais c'est quand même un peu cette situation-là, parce qu'ils s'appellent Apaches justement parce qu'ils revendiquent une forme de rébellion qui va se traduire par des actes de délinquance violente, parce que, évidemment, les Apaches ne sont pas des tendres, hein. Ils tuent, ils volent, ils violent, ils prostituent leurs copines, ils ont le couteau facile, hein, et il n'est pas rare de voir, si vous avez vu le film Casque d'Or avec Simone Signoret, ça vous rappellera peut-être cette ambiance un peu... Bon, le film est plus tardif, hein, il date des années 50, mais il évoque là, le début du siècle, hein, les mœurs d'Apache. Hein. Apache, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un stigmate qui s'est renversé. Hein, c'est-à-dire que ce sont les Apaches qui sont appelés Apaches, et ensuite c'est devenu un terme désignant, stigmatisant contre ces jeunes
parisiens, mais parisiens dont les origines sont souvent ouvrières et provinciales, hein, qui développent une forme je dirais, d'angoisse dans la société parisienne, où on a du mal à sortir le soir, où on a peur, il y a une sorte d'angoisse comme ça, collective, que la presse relaie beaucoup d'ailleurs, hein, et donc il y a effectivement ce cadre-là. C'est un peu dans ce contexte que va se dérouler l'attentat contre donc, le président de la République, Sadi Carnot. Alors là, évidemment, il y a une différence avec les deux premiers, c'est que cet attentat, il va réussir. Les deux autres ont raté. On a raté les empereurs et les rois. Et on va atteindre un président de la République, pourtant avec une arme plus modeste. Hein. Là, c'était des machines infernales avec des sortes de prototypes complètement fous. Et là, c'est simplement un couteau qui va servir d'arme. Et d'ailleurs, un couteau qui est là aussi visible aux archives départementales du Rhône, hein, à Lyon. Alors l'attentat se déroule le 24 juin 1894 hein, et il aboutira à ce qu'on appellera les lois scélérates sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, hein, justement avec une question d'image et d'imaginaire. Hein. Voilà Sadi Carnot ici présent. Alors je voudrais d'abord présenter le contexte qui me semble essentiel. Hein. Nous sommes en 1894 ici et le contexte est un contexte effectivement d'une période qui vient un peu clore toute cette période qui commence vers 1850, 1855, 60, où on voit éclore le mouvement ouvrier, hein, se développer avec une politisation de ce mouvement ouvrier. 1884, c'est les syndicats qui apparaissent. Enfin, il y a une dimension comme ça de fabrication d'un mouvement ouvrier qui devient très important dans la société française, le mouvement syndical également, hein, le parti ouvrier français de Jules Guesde, hein, effectivement. Donc il y a comme ça une sorte de politisation de la vie politique, évidemment, qui va devenir une politisation très hostile, enfin très hostile, plutôt hostile à la République, qui est menacée d'une certaine manière par l'extrême droite. Hein, le boulangisme était à l'époque déjà... on avait tordu le cou boulangisme, hein, Boulanger avait disparu, mais l'idéal boulangiste n'avait pas disparu. Et puis, une frange plutôt radicale hein, du mouvement ouvrier qui va se transformer je dirais, en combat anarchiste, hein, qui effectivement aboutira à un certain nombre de lois hostiles à l'anarchisme, hein, qu'on appellera du côté des anarchistes les lois scélérates. Hein. L'ambition est effectivement de pouvoir réprimer ce terrorisme anarchiste qui pèse sur la société française, et en particulier sur la société bourgeoise en particulier, hein, un peu comme la police a essayé de tordre le cou à l'islamisme au moment des attentats, en particulier de 2015, et même depuis les attentats des années 80 et 90. Et effectivement, l'anarchisme a connu en France, en Europe, une progression assez importante à partir des années 1880. Hein, la propagande par le fait, par l'action directe, hein, effectivement. Hein. Je vous rappelle que l'Allemagne avait été largement gagnée par cette idéologie anarchiste dans le mouvement ouvrier. L'empereur Guillaume Ier a été victime de 2 tentatives d'attentats anarchistes, d'assassinats anarchistes. Il en a réchappé. Et je vous rappelle que la Russie, hein, qui est le pays un peu le berceau de l'anarchisme, hein, à l'époque du tsar Alexandre II, hein, lui-même assassiné par un groupuscule d'anarchistes, hein, Narodnaya Vola, qui en 1881 a raison de lui. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Pétersbourg, vous allez à l'église du Saint-Sauveur du Sang Versé, vous avez là l'acte terroriste qui est à l'entrée de l'église, qui a été construite sur l'acte d'assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Hein. On a construit une église orthodoxe sur cet acte-là. Quand vous rentrez à l'église, on vous montre les conséquences de cet attentat qui est dans une sorte de boîte en verre comme ça. La France attendra un peu hein, pour voir émerger cette série de faits d'action directe. Hein. C'est à partir de 1892, donc une dizaine d'années après l'Allemagne et la Russie, qu'on voit émerger des vagues d'attentats anarchistes qui ont pour but effectivement de déstabiliser le pouvoir en place républicain, considéré par les anarchistes comme un pouvoir répressif, comme un pouvoir qui ne répond pas à la demande d'une partie des ouvriers, ou peut-être de tous les ouvriers dans ce contexte-là. Et on se souvient bien de ces noms, hein, qui vont être les premiers noms, plutôt français, hein, d'attentats anarchistes. Hein, c'est effectivement Auguste Vaillant. Hein, Auguste Vaillant, un jeune enfant de la balle, on pourrait dire, hein, enfance pauvre, qui vit seul à Paris, qui entre dans la petite délinquance, et qui va perpétrer un attentat
en particulier le 9 décembre 1893 à 16 h, lorsqu'il va lancer une bombe, ça c'est assez connu, de la tribune de la Chambre des députés, qui heureusement pour les députés n'explose pas, et la bombe d'Auguste Vaillant était une bombe qui elle-même voulait venger un autre attentat précédent, qui était la bombe de Ravachol, bien connue dans l'imaginaire français, de 1891, quelques attentats de Ravachol, et de 1892. Si la bombe explose pas tout de suite, la bombe de Vaillant va exploser à retardement et va quand même blesser plusieurs personnes à l'Assemblée nationale. Et donc, évidemment, là on est au cœur de la République. Une bombe dans l'Assemblée nationale, c'est spectaculaire, effectivement. Lui-même est d'ailleurs blessé, et immédiatement, Auguste Vaillant est arrêté, condamné à mort et exécuté le 5 février, quelques semaines avant, et c'est un lien avec l'attentat du président Carnot, le 5 février 1894, et c'est à ce moment-là qu'on va déjà voter des lois scélérates. Ces lois scélérates, elles datent d'avant l'attentat de Carnot, parce qu'il y a eu ces attentats de Ravachol et d'Auguste Vaillant, qui va accompagner tout un arsenal législatif qui va se fabriquer autour d'une traque des anarchistes qui sera sans pitié, sans limite, à partir de ces attentats. L'attentat de Carnot, contre Carnot, pardon, c'est une sorte d'acte final, puisqu'ensuite il va y avoir une féroce répression contre les anarchistes. Globalement, ces lois scélérates, une loi qui est votée en décembre 1893, punit totalement toute apologie de l'anarchisme, toute provocation indirecte de nature anarchiste. Ça, c'est en 1893, et puis un peu plus tard, à la toute fin de l'année 93, une interdiction de ce qu'on appelle des associations de malfaiteurs anarchistes, encourageant d'ailleurs les Français à la délation, c'est ce qu'on a fait après les attentats aussi, encourager à la délation, dénoncer qui peut être soupçonné d'éventuels attentats, ce qui provoqua des méprises assez fatales dans ce contexte-là. Et puis un peu plus tard, l'interdiction de toute propagande, interdiction de journaux, et une sorte de chasse aux sorcières qui va être organisée, avec notamment... un peu plus tard, dans le contexte de l'assassinat de Santé Caserio, ce qu'on appellera le procès des 30, qui va être un moment très fort, une sorte d'apogée de la lutte contre l'anarchisme, où on va effectivement s'en prendre non pas simplement à des acteurs qui sont parfois je dirais des exécutants, mais à des penseurs anarchistes. Là aussi, intéressant de voir que il faut aussi, c'est ce que disent les autorités, une sorte de maturité autour de ça, s'en prendre aux théoriciens, aux penseurs de l'anarchisme, qui effectivement sont je dirais, des défenseurs, en tout cas des organisateurs de ces attentats dans ce contexte-là. Alors, Sadi Carnot, né en 1837, né à Limoges, effectivement, il y a eu plusieurs fonctions politiques, c'est un président plutôt bien... considéré, si on peut dire ça comme ça, il était député de la Côte d'Or, il avait été préfet, ministre des Travaux publics et des Finances, il est élu président en 1887, il est en train de terminer son mandat, et il s'annonce pour une sorte de renouvellement en 1894. Quant à donc l'auteur, sur lequel je m'arrêtais quelques minutes, ici, Santé Geronimo Caserio, c'est ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi du terme, un peu galvaudé, on pourrait considérer que c'est un mineur non accompagné. On peut dire ça comme ça. Pourquoi je dis que c'est un mineur? Parce qu'il n'est pas majeur, il n'a pas 21 ans lorsqu'il commet cet attentat, et puis il est étranger, est venu seul en France sans sa famille, et en fait il est italien, né en Lombardie, et il a grandi, et peut-être qu'il me semble intéressant de voir le parcours du terroriste, si on peut dire ça comme ça, qui va évidemment liguer l'image de l'Italien à l'image du terroriste. L'Italien n'avait pas besoin de ça pour être discriminé à cette occasion. Il y avait l'année précédente les massacres des Gueux-Mortes en 1893, donc les Italiens étaient évidemment très largement victimes de discrimination en France, et lui est né dans une famille rurale près de Milan, mais il connaît une sorte de double migration. Dans un premier temps, il connaît une migration qu'on pourrait appeler exode rural. En fait, il vit dans une famille nombreuse, il est l'aîné de cette famille nombreuse, et le père dans cette famille nombreuse meurt d'une maladie, on est en Lombardie, le père travaille dans des grandes propriétés qui récoltent le maïs, et les paysans sont très sous-alimentés dans l'Italie du Nord à cette époque-là. Le père meurt d'une maladie de la peau qui est la pélagre, et cette situation
va plonger la famille donc de Caserio hein, dans le besoin, faisant de l'aîné une sorte de ressource potentielle pour faire vivre la famille et les frères et sœurs qui suivent dans la suite de la famille, hein, et la mère en particulier dans le besoin. Et effectivement, ce que va faire Sante Geronimo Caserio, qui est un analphabète, qui n'a pas été scolarisé, il va connaître une première migration de cette campagne à 30-40 km de Milan, vers la ville de Milan, et puis même vers la ville de Turin. Donc c'est un exode rural. Hein, et il se présente dans cette ville pour y tenter de devenir apprenti boulanger dans un premier temps, hein, pour devenir éventuellement boulanger et nourrir sa famille. Et effectivement, dans ce contexte, Caserio va connaître la difficulté hein, de vivre en ville, la difficulté aussi d'être une sorte de paria dans la ville, et c'est là où il y a une forme d'angle mort de ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il va se lier à des intellectuels anarchistes présents à Turin et à Milan, hein, où il est un peu dans ces deux conditions, et où il va effectivement se retrouver dans une situation qui va se laisser séduire par les idées anarchistes comme une sorte de, je dirais, d'horizon à venir, hein, et donc il se convainc de cette situation et il se convainc de militer pour l'anarchisme jusqu'à peut-être accomplir des actes. Il se montre sans doute extrêmement volontaire lorsqu'on lui demande s'il serait prêt à aller jusqu'à accomplir des actes pour le fait anarchiste. Donc cet état d'esprit se façonne dans ces grandes villes du nord de l'Italie, hein, dans lesquelles l'anarchisme se développe, hein, un peu au diapason de ce qui se passe en France. Et là, il y a, vous le voyez, hein, entre les deux pays, des correspondances, des liens, des transferts qui se font dans ce cadre-là. Et puis, ce qui va se passer pour Caserio, c'est qu'il va connaître une deuxième migration, c'est qu'il va traverser la frontière et se rendre à Lyon pour essayer de tenter sa chance en France, dans un premier temps pour travailler, mais peut-être avec aussi cette idée d'accomplir un acte anarchiste. Et lorsqu'il est à Lyon, il va occuper d'abord nous sommes en 1893, hein, il a 20 ans, même pas 20 ans, il va devenir portefeuille, hein, porter des charges, et puis finalement il va retrouver un poste d'apprenti boulanger. Il a un parcours hein, dans la France de cette époque-là, il va descendre jusqu'à 7, et finalement c'est un peu isolé, on n'a jamais pu déterminer qu'on l'avait armé d'une certaine manière, hein, mais c'est depuis 7 où il a un maigre, très maigre salaire qu'il décide de passer à l'acte, pour une simple raison, hein, en quelque sorte, enfin une simple raison, pour une raison très claire, c'est que Caserio veut tuer le président de la République parce qu'il n'a pas gracié ni Ravachol, ni Auguste Vaillant. Et que, compte tenu de la fonction de président de la République, cet acte qui a amené la mort de ces deux héros, pour lui en tout cas, hein, eh bien, va l'amener à accomplir ce forfait. Et donc c'est depuis 7 qu'il va acheter un couteau, hein, avec son maigre salaire, hein, et quelque part le couteau qu'il achète est une sorte de fin de ses économies. Et là on voit effectivement le parcours plus chaotique que dans les deux cas précédents de Sante Caserio, puisque en fait il choisit depuis 7 de viser hein, la venue du président de la République, Sadi Carnot à Lyon, qui va venir le 24 juin 1894 inaugurer l'exposition universelle, internationale et coloniale de Lyon, hein, dans le parc de la Tête d'Or à Lyon. Hein. Le président Carnot a annoncé sa visite, il va participer à un banquet organisé en son honneur par la Chambre de commerce de Lyon. Hein. Nous serons ici au centre-ville de Lyon, place des Cordeliers, hein, effectivement, hein, et dans ce contexte-là, hein, effectivement, il y a une sorte de mobilisation à Lyon à la venue du président de la République, qui, malgré son rôle très honorifique et pas très actif dans la vie politique, reste une sorte de référence dans la France de cette époque-là, et le restera jusqu'à la fin des années 30, hein, et on peut d'ailleurs mettre sur le même plan, en quelque sorte, aussi bien Sadi Carnot que Paul Doumer plus tard, dans leur rôle de martyr. Hein. On ne tue pas un président du Conseil, on tue un président de la République, pourtant moins actif dans la vie politique, hein, et plutôt inaugurant, comme on le dit, les chrysanthèmes. Alors, en l'occurrence ici, c'est une exposition coloniale et universelle dans ce contexte-là, comme il y en avait beaucoup. Il y en avait une à Nice, hein, quelques années plus tôt, hein, donc au Parc Impérial. Donc c'est effectivement l'idée selon laquelle il va d'ailleurs venir à Lyon pour discuter, en tout cas annoncer sa prochaine candidature au poste de président de la République, hein, et puis ensuite d'assister à des représentations, et notamment une représentation théâtrale de la pièce d'Andromaque par la Comédie Française au Grand Théâtre de Lyon.
Ce qui est intéressant, c'est l'itinéraire du terroriste ce jour-là qui va gagner depuis Sète la ville de Lyon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre des billets de train, hein, avec ce qui lui reste d'argent, mais il n'a plus assez d'argent pour arriver au bout. Et donc à Vienne, il est obligé de descendre du train parce qu'il est armé et qu'il ne veut pas être repéré. Donc les derniers, je ne sais pas combien il y a de distance entre Vienne et Lyon, mais il y a quand même 40 km à peu près, 50, je ne sais pas. Il va tout faire à pied. Il va finir à pied depuis Vienne, il descend du train, il marche à pied. Et en fait, il va arriver, après avoir marché quasiment plusieurs dizaines de kilomètres, à l'instant où le président de la République est en train d'arriver à Lyon. Donc il arrive, vous voyez, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait idéales pour préparer un attentat. Hein. Et donc c'est vers 21 h hein, que le cortège présidentiel est prévu de passer dans les rues de Lyon. L'itinéraire, c'est donc de passer de la rue Sainte-Bonaventure, hein, devenue depuis la rue Carnot, justement, hein, au nom du président, hein, comme l'avenue de Cannes, hein, Carnot, hein, puis de passer devant la rue de la République, hein, et puis de la place des terreaux. Hein, il est 21 h, le cortège, ça c'est Ravachol, je n'ai pas montré Ravachol, je n'ai pas montré Auguste Vaillant, pardon, hein, voilà. Hein. Et je n'ai pas montré, alors si j'ai montré ça, voilà, c'est une plaque ici qui va montrer. Je vais rentrer, voilà l'attentat, hein, je vous l'avais en direct si vous voulez par le petit journal hein, qui vous le présente. Hein. Donc il est 21 h, le cortège présidentiel quitte le banquet, hein, escorté par des cavaliers. Le président Carnot est assis, comme vous le voyez, enfin comme vous le devinez là, sur la banquette arrière, aux côtés du général de brigade, aux côtés du gouverneur militaire de Lyon, aux côtés du docteur Gaëton, qui est maire de Lyon, hein, à ce moment-là, et 15 minutes plus tard, la voiture présidentielle, qui est décapotée, s'engage dans la rue de la République. Sante Geronimo Caserio surgit, monte, comme vous le voyez, sur le marchepied du carrosse, blesse, et donc lance des coups de poignard dans le ventre du président de la République, hein, et le couteau est peint aux couleurs de l'anarchie, rouge et noir, hein, et lorsqu'il plante le couteau, il s'écrie avec une certaine vaillance, sans jeu de mots, hein, vive la République, vive la Révolution, pardon, vive la Révolution, vive l'anarchie, hein, et donc là, il est immédiatement après cet acte qui surprend tout le monde, arrêté et maîtrisé, hein, le président Carnot agonise, il ne meurt pas sur le coup, mais il mourra quelques heures après à l'hôpital. Hein, on a conservé ici le carrosse, hein, aux archives aussi départementales du Rhône. Hein, Sadi Carnot meurt quelques heures après, et effectivement, on va devenir un martyr. Alors évidemment, un président qui meurt, c'est spectaculaire, hein, effectivement, c'est un moment compliqué pour l'histoire de France. Hein, une plaque sera apposée sur le lieu, vous voyez, hein, le 24 juin, le président François-Marie Sadi Carnot, hein, président de la République française, fut poignardé mortellement par l'anarchiste Caserio. Hein, une dalle insérée dans la chaussée marque le lieu de l'attentat. Il est toujours présent, cette commémoration. Hein, et immédiatement, Sadi Carnot est incinéré est inhumé au Panthéon. Inhumé au Panthéon le 1er juillet 1894, quelques jours plus tard, aux côtés de son grand-père, Lazare Carnot, hein, qui était un fameux mathématicien, physicien, membre de la Convention, hein, alors que de son côté, Sante Caserio est jugé à Lyon, à la cour d'assises, les 2 et 3 août 1894, est immédiatement condamné à la peine capitale. Il sera donc, voilà, Caserio ici emprisonné, hein, le voilà ici aussi sous l'autorité des gardes au moment de son procès express. Le voilà ici donc condamné à mort, hein, avec l'annonce, ça fait évidemment la une pendant plusieurs semaines des journaux. Et l'exécution de Sante Caserio, hein, qui est même mise en scène, alors évidemment en direct quasiment par la presse, hein, en particulier ici, vous voyez, hein, on montre cette exécution. Hein, il est guillotiné donc à la prison Saint-Paul de Lyon, devant la prison Saint-Paul de Lyon, en présence là aussi d'un public nombreux dans ce contexte-là. Et donc il est guillotiné le 16 août 1894, c'est-à-dire un mois et demi après son forfait dans ce contexte-là. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la conséquence de cet acte, hein, on en parlait tout à l'heure des conséquences sur les Jacobins, on a parlé de la manière dont l'attentat contre Louis-Philippe a eu des conséquences. Les conséquences de l'acte, c'est que très vite dans Lyon, il va y avoir une chasse à l'italien. On n'avait pas besoin de beaucoup pour que la chasse à l'italien s'organise. Et là, évidemment, je
j'exagère, mais beaucoup de magasins italiens sont détruits, massacrés, des vitrines se brisent, il va y avoir une sorte de traque malsaine pendant plusieurs jours, hein. Les Italiens se terrent, se cachent, voire quittent la ville de Lyon en 1894, et il y aura une vague plus large de répression sauvage, hein, on pourrait dire populaire, contre les Italiens. Par exemple à Nice, moi j'ai pu étudier à Nice le fait que immédiatement après cet attentat, la police se met à la recherche de tout ce que peut faire, de tout ce qui pourrait soupçonner un Italien d'anarchisme. Et donc il y a comme ça et en fait la police ne trouve rien, mais il y a un travail conséquent qui est fait d'aller voir toutes les familles italiennes, s'il n'y aurait pas un ouvrage de Bakounine, s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait de nature à montrer une forme de subversion. Et donc les Italiens sont victimes effectivement d'une forte répression et ont des visites policières pendant plusieurs années. Hein. Donc il y a vraiment une vague comme ça de répression à la fois des anarchistes et à la fois des Italiens. Hein, puisqu'évidemment il y aura une autre vague de répression des anarchistes qui sera effectivement perpétrée. Alors, il y a une chose qui est aussi intéressante dans la manière dont Caserio s'est présenté, hein, là aussi ça renvoie peut-être à une comparaison avec d'autres attentats, c'est que Caserio va avoir un discours ferme sur son combat. C'est-à-dire qu'il ne joue pas la carte de la victime, en quelque sorte, il joue la carte de quelqu'un qui était, je dirais, non seulement conscient, et en plus, je dirais, animé d'une conviction. Hein, animé d'une conviction. Alors, je montre une dernière image ici, mais il a tenu des propos qui étaient des propos quasiment de quelqu'un qui n'était pas le profil qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire d'un analphabète ou d'un... Il a eu, d'une certaine manière, le temps de se former et de se former à tenir des discours, hein, considérant que le tribunal dans lequel il va être est... une sorte de manière de présenter un combat anarchiste important. Hein, vous voyez en bas, hein, eh bien, c'est les gouvernements emploient contre nous les fusils, donc nous les anarchistes, les chaînes, les prisons. Est-ce que nous devons, nous les anarchistes qui défendons notre vie, rester enfermés chez nous? Non, au contraire, nous répondons au gouvernement avec la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. Et en un mot, nous devons faire notre possible pour détruire la bourgeoisie et les gouvernements. Messieurs jurés, vous qui êtes des représentants de la société bourgeoise, si vous voulez ma tête, prenez-la. Mais ne croyez pas qu'en faisant cela, vous arrêterez le mouvement anarchiste. Faites attention, l'homme récolte ce qu'il a semé. Alors effectivement, ça amène à réfléchir sur la manière dont on va présenter la figure du terrorisme. Je terminerai là-dessus, peut-être ensuite vous laisser la parole, hein, et peut-être faire des comparaisons avec d'autres époques. Hein. J'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas parler des années 90, mais si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez poser la question ou en parler. Je voulais dire ici que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Caserio restera dans le mouvement anarchiste une sorte de héros, une sorte de figure. Encore aujourd'hui, dans certains pays sud-américains, Caserio est honoré, hein, et se pose effectivement, vous voyez, le point de vue de la figure du terroriste. Rappelez-vous la fiche rouge de 1944. Pour nous, je dis nous, hein, ici, pardon, la fiche rouge est une sorte de... Alors évidemment, c'est une affiche de propagande qui met en évidence des personnes qui sont considérées comme des héros, aujourd'hui en général d'ailleurs, enfin pas en général, tous issus de l'immigration. Hein, moi qui aime le football, il y avait un Rino Della Negra qui était joueur du Red Star, hein, il y avait effectivement des Polonais, il y avait des Juifs, il y avait évidemment Manoukian, hein, Misak Manoukian, arménien, donc... mais si vous regardez les reportages de Vichy, ces hommes sont des terroristes, poseurs de bombes, qui ont tué du monde. Hein, et donc, le point de vue du terrorisme est souvent, effectivement, un point de vue inversé lorsqu'on est du côté du combat à mener. Hein. Alors, ça pose effectivement cette question, hein, de la manière dont on va appréhender ces actes violents, hein, pour de juste ou pour des combats qui ne le sont pas. Hein. Et ça, c'est effectivement un élément important parce que, évidemment, ça nous amène à réfléchir sur les attentats islamistes de notre temps, hein, autour de ça. Est-ce qu'on peut être indulgent à l'égard d'un anarchiste qui a tué un président de la République? C'est une question qu'on peut se poser, hein, dans ce contexte. Évidemment, l'anarchisme, j'aurais du mal à comparer l'anarchisme à l'islamisme, hein, évidemment, hein, mais on peut considérer effectivement que Santé Caserio était une forme de radicalisé au sens de l'anarchisme, évidemment, mais la comparaison, je vous l'ai dit, n'est pas raison. Bon, voilà, j'ai voulu faire une sorte de compte-rendu sans prétention, si vous voulez, hein, de quelques actes qui ont troublé non pas seulement la République, mais la France. Hein,
Et donc maintenant, je vous laisse la parole pour prolonger la discussion éventuellement. Merci à vous. Je te remercie pour ce brillant exposé, qui, dans le fond, ne s'éloigne pas tellement de ce qui était prévu initialement. Ben, prenons Bonaparte. L'attentat contre Bonaparte, premier consul, c'est l'attentat contre la République. Parce que qui est Bonaparte en 1800? Il est le premier consul de la République. Les actes de gouvernement, les lois sont datés de l'an 8, de l'an 9, de l'an 10 de la République, qu'il n'a jamais aboli. Même l'empereur, d'ailleurs, il fera comme Auguste à Rome, il n'abolira pas la République. Hein, c'est la Restauration qui mettra fin à la République en deux fois d'ailleurs, parce que la bête à la vie dure. Hein, c'est 1814 et puis 1815, après les Savours et la bataille et la défaite de Waterloo. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la République? Mais, soyons clairs, Bonaparte est l'héritier de la Révolution. Alors bien sûr, le consulat puis l'Empire, ce sont des dictatures camouflées sous apparence démocratique. Ok. Mais quand même, certains des principes essentiels de la République sont toujours là, notamment l'égalité devant la loi, le refus de la monarchie absolue, etc. Et c'est bien ça aussi que Cadoudal vise et cherche à abattre. Hein. Donc là, oui, nous sommes en attentat contre la République. Au passage, je voudrais quand même rappeler, puisque l'année dernière, c'était le bicentenaire de la mort de Bonaparte, on a voulu un peu le glorifier, n'oublions quand même jamais que c'était un tyran. Et d'ailleurs, Yvan l'a bien mis en valeur en rappelant que les coupables de l'attentat, ce sont des royalistes, mais ceux qu'on va chercher, ce sont les républicains, c'est-à-dire les jacobins. Hein. Pas pourquoi? Alors, ok, au départ, c'est l'émotion. Hein. Ce sont les plus nombreux, ce sont les plus enragés, ce sont les plus vindicatifs, donc c'est ceux qu'on cherche. Mais, rappelons-nous, la police de Bonaparte, c'est Fouché. Le premier flic de France, c'est Vidocq. Ce sont quand même des professionnels aguerris. Et très vite, hein, avec le préfet, tu l'as bien dit, on remonte la piste et on trouve les royalistes. Oui, mais Bonaparte, ça n'intéresse pas des masses. Ces royalistes, ils savent très bien qu'ils sont isolés, que le retour à l'ancien régime n'a aucun danger immédiat. Par contre, les Jacobins, ben, ils viennent du faubourg Saint-Antoine, le faubourg ouvrier de Paris. Ils sont dangereux. Ils peuvent contrecarrer son œuvre, sa puissance. Et c'est pour ça qu'il va les persécuter. Hein. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de grâce pour les... Ils vont rester, une grande partie d'entre eux vont rester exilés, en prison, etc. Pas mal, ils mourront d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas qu'on parlait ça de guillotine verte ou un truc comme ça. Hein, voilà. Hein. Donc, à ce niveau-là, Cadoudal ne s'est pas trompé. Hein. Il savait très bien quel est le sujet de l'exposé aujourd'hui. C'est la République qui veut abattre. Oui. Oui, je saisis l'occasion de ce que tu viens de dire. J'ai un petit peu le sentiment, quelque part, que les gouvernements, les autorités, elles instrumentalisent un petit peu les attentats, puisque de toute façon, elles ont dans leur carton des projets de répression, de ceci, de cela, etc., etc. Et bon, les attentats, c'est une bonne occasion pour les mettre en œuvre. Ils sont dans les cartons et on va les mettre en œuvre. Voilà. Je me trompe? Non, pas du tout. Non, vous avez raison. C'est souvent l'attentat, c'est l'occasion de coups de balai, hein, de mise en œuvre de politique qui était déjà d'une certaine manière à la manœuvre, à la préparation. Hein, et un attentat est une bonne occasion, effectivement, de mettre en œuvre une répression. On le voit dans les trois cas, hein, en fait. Dans les trois cas que j'ai présentés, il y a effectivement ensuite une sorte de coup de massue qui tombe sur la société, une chape de plomb qui tombe sur la société, et l'attentat peut parfois, sans faire de complotisme, servir un dessein qui est effectivement de relancer une politique de répression vis-à-vis d'une catégorie de personnes. Au passage, je fais l'apologie du musée Carnavalet. Le musée Carnavalet, c'est le musée de la ville de Paris. Oui. Il a été refait, modernisé, agrandi, etc. Il est formidable. En plus, vous pouvez y aller avec vos enfants, vos petits-enfants, puisque il y a toute une dimension didactique. Hein. Moi, j'ai été avec mon petit-fils, il s'est fait plaisir, il a fallu l'arracher. Oui, il y a un autre aspect des attentats, peut-être pas particulièrement ceux qui se sont produits dans la France de cette époque, mais par exemple les attentats italiens attribués à l'ultra-gauche
montre que parfois les attentats, je ne suis pas dans le camp des complotistes, que certains des attentats sont structurés par des commanditaires qui sont très éloignés de ceux qui pratiquent effectivement les attentats. L'opération de Gladio est bien connue, indiquant que font partie de ceux qui ont provoqué des attentats terribles en Italie à un moment donné, était organisée par les services italiens eux-mêmes, par des services américains, par des services de toutes sortes qui voulaient créer des conditions telles que ne soit pas réalisé le processus qui était entamé de rapprochement entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien, qui s'est traduit en finale par l'assassinat de Moro, dans une confusion assez extraordinaire. Donc le complot, ça existe aussi. Oui, 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 bien sûr, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et puis, on voit aussi à l'époque de Mussolini des attentats fomentés contre Mussolini par Mussolini. Hein. Zamboni. Oui, je voudrais vous demander, parce que là on vient de voir 3 attentats qui sont des attentats, c'est-à-dire qu'on vise le chef de l'État. Et je voudrais vous demander que vous fassiez la différence entre des attentats qui visent la tête d'un État et le terrorisme qui consiste à mettre des bombes dans la population, que ce soit l'attentat du Milk Bar pendant la guerre d'Algérie, que ce soit les terrasses à Paris, où les systèmes de terrorisme consistent à mettre des bombes dans les marchés. Parce que le titre, c'était l'horreur. Et peut-être on peut développer une différence entre ces attentats qui visent quelqu'un considéré comme un tyran et le terrorisme qui cherche à créer une réaction dans la population. Oui, on peut tenter de faire une typologie des attentats. Est-ce que c'est une typologie évolutive? Je ne sais pas trop. En France, on a eu un des derniers attentats, c'est contre Jacques Chirac, le Brûlerie, en 2002, de génération, enfin je ne sais pas si c'était génération identitaire, mais enfin c'était plus ou moins un attentat d'extrême droite qui avait lamentablement échoué. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, c'est ce que vous dites, je le dis sans être vraiment sûr de moi, mais il y a effectivement, on a l'impression que l'attentat plus moderne des dernières décennies, des dernières années, serait effectivement l'attentat qui serait de nature à toucher plutôt les innocents que les puissants. Ça c'est vrai. Et que peut-être dans une période plus reculée, sans qu'il y ait forcément hermétisme entre les deux, puisque les chefs d'État sont aussi victimes, on a eu Indira Gandhi et d'autres, enfin je veux dire des personnes visées par des attentats au XXe siècle, il y en a des puissants, des régnants, Kennedy, enfin je veux dire, voilà, ça date, enfin bon. Mais on a l'impression que ces dernières années, surtout, c'est plutôt le peuple qui souffre, en fait, et que finalement, sur l'attentat de Nice, par exemple, voilà, c'est plutôt des innocents. Alors c'est vrai qu'il y a des innocents qui sont tués, mais par maladresse, et qu'à la limite, ceux qui posent les bombes, enfin qui tuent à ce moment-là, ne sont pas forcément comptables des victimes collatérales. Il y a 20 morts, bon... Caserio était plus chirurgical, on va dire, dans ce contexte-là. Mais vous avez raison, peut-être que c'est une nouvelle stratégie d'attentat d'être spectaculaire et de toucher, pour peut-être l'horreur des innocents. L'attentat de New York est vraiment ce cadre-là. Ils auraient pu peut-être, pourquoi pas sur la Maison Blanche. Ils ont essayé, je sais. Moi, je voulais intervenir sur la répression. Oui. C'est-à-dire que les 3 exemples que vous avez donnés, ce sont sur ça s'est perpétué sur des individus, tandis que les attentats que nous avons vécus, pas sous ce président, mais sous la présidence précédente, chaque fois, ceux qui commettent l'assassinat ne peuvent pas parler, ne sont pas arrêtés. Et on ne sait pas, dans ce nouveau contexte, les commanditaires sont inconnus et on est privé un peu de savoir, quoi. On reste sur l'expectative. Qu'est-ce que...
on sait pas pour, on sait qu'on a voulu semer la panique, par exemple pour Nice, les attentats sur le journal Bête et Méchant, on sait pourquoi, on devine pourquoi, et puis si on s'intéresse aux dessins qui ont été publiés avant les attentats, ça donne une idée. Mais on ne sait pas exactement qui a commandité ces attentats. On met ça sur le dos de un petit peu les musulmans, mais on ne sait pas. Et puis le président de l'État qui a été assassiné dans un égout. Qui a commandité ce... Ceausescu, c'est ça? Kadhafi. Ah, Kadhafi. Ah oui, Kadhafi. Ah oui, oui, Kadhafi. Ah, oui, qui a commandité ça? Et pourquoi? Je ne peux pas vous répondre. Non, mais... Voilà la différence, si vous voulez. On sait que Caserio, c'était l'anarchie, oui. Mais là, maintenant, les attentats, on ne sait pas pourquoi, exactement pourquoi. Ce que vous dites est intéressant parce que, effectivement, ça nous permet de réfléchir sur le fait qu'un attentat parfait aujourd'hui est un attentat qui ne laisse pas d'auteur, au sens où le fauteur de trouble meurt avec l'action, disparaît avec l'action. Et l'ambition, c'est de ne pas rester pour avoir peut-être à témoigner. Ça me semble être un élément intéressant d'analyse. Hein. C'est pas toujours le cas. Hein, mais là, le procès de Nice, c'est compliqué de faire un procès avec le principal exécutant qui n'est plus là. Quoi. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Mais vous avez raison, du coup. Hein, c'est que dans les récents attentats, on a une sorte de non-dit, y compris ce fameux attentat de 1995 avec Khaled Kelkal, dont je vous rappelle que la dépouille avait été présentée pratiquement au journal de 20h en septembre 1995. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Voilà. Dans la forêt des Monts de Lyon, de Saint-Étienne. C'était la chasse à l'homme, et c'est une chasse à l'homme qui est arrivée à point nommé, puisque c'était à la fin du journal de 20h, des soirs comme ça. Et intéressant parce que ce Kelkal n'a jamais véritablement parlé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on a retracé sa vie, sa carrière, et qu'un sociologue allemand l'avait interrogé au titre d'une réflexion sur la question des jeunes de banlieue. Et on a tout un témoignage préalable de l'état d'esprit d'un Khaled Kelkal avant qu'il passe à l'acte. Hein, ça avait fait la une du Monde, des journaux, etc. Essayant de comprendre comment est-ce qu'un Français... Hein, enfin, il était né en Algérie, mais il est arrivé en France à l'âge de 2-3 ans. Hein, Khaled Kelkal pouvait se retourner contre ce pays qu'il avait d'une certaine manière éduqué, mais qu'il avait aussi rejeté d'une certaine façon. Hein, et donc il y a une part de mystère, effectivement, dans cette manière. Ceci dit, il y a une part de mystère dans ces attentats-là. Hein. Le seul qui a une forme de clarté, mais c'est presque une clarté, je dirais, chirurgicale, mécanique, c'est Caserio. Caserio, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle pour lui. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, qui m'interpelle, parce qu'il a un discours dans son procès, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais qui est d'une sorte, c'est un discours politique, idéologique, où il parle méthodiquement en disant qu'il a... Alors là, c'est clair, mais c'est tellement clair que c'est mystérieux. Enfin, vous voyez, je veux dire, enfin, À propos des attentats, on va revenir à Bonaparte, parce qu'il nous a prouvé, ce brave homme, que les terroristes ne sont pas forcément des opposants, mais peut-être aussi des chefs d'État. Non, ne pensez pas à quelqu'un d'actuel. Quelque temps après l'attentat dont il a été victime, qu'est-ce qu'il a fait, Bonaparte? Il a envoyé ses sbires enlever le duc d'Enghien, qui était un membre de la famille royale, et il l'a accusé de complot, etc. Il a fait juger sommairement et exécuter dans la foulée dans les fossés de Vincennes. Alors même que ce brave type, qui était, bon, bien sûr qu'il n'était pas bonapartiste, c'est clair, mais n'avait aucune activité politique. Et là, quel était le but de Bonaparte? Eh bien, prendre un type, hein, le flinguer de manière à prouver ce qu'on était capable de faire. Ça me rappelle un petit peu, si vous avez lu Pagnol, quand il racontait ses souvenirs d'enfance, ses débuts de prof, il expliquait que dès qu'il rentrait en classe, il regardait
il repérait l'innocent type, le type le plus sympathique, le plus inoffensif possible. Et au premier bruit, à la première rumeur dans la classe, tac, il le chopait, il lui balançait 2 heures de colle, de manière à ce que les autres élèves pensent, oh mon Dieu, s'il fait ça à un innocent, qu'est-ce qu'il ferait à un coupable? Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non, Pagnol était un conteur. Mais, soyons clairs, l'acte de Bonaparte, qui savait parfaitement que... C'était ta méthode aussi, hein? C'était ta méthode aussi. Je ne vais pas le rire des petits secrets. Ça peut marcher, il faut que ce soit exécuté vraiment de façon chirurgicale. En tout cas, je reviens à Bonaparte, je veux dire, la puissance d'État est capable aussi d'organiser des crimes. Tu l'as dit d'ailleurs à propos de la loge P2, en Italie, etc., y compris des attentats dont on n'a jamais retrouvé vraiment les coupables. Je pense à celui de la guerre de Bologne qui a fait 80 morts. Alors, on sait qui était visé. C'était la municipalité communiste de Bologne qui était à cette époque la base rouge du PCI. Alors oui, il y a des présomptions, mais que je sache, les vrais coupables n'ont jamais été arrêtés, ni même nommés. Hein. Et donc ça vient quand même de très haut. Et quand on pense à Kadhafi et à d'autres, là aussi, hein, parlons pas des attentats de la CIA, par exemple, comme Mossadegh en Iran en 1952, contre différents chefs d'État progressistes. Hein, je ne dis pas marxistes, je ne dis pas communistes, simplement progressistes en Amérique du Sud. Hein, là, il y a une violence d'État, un terrorisme d'État dûment pensé et planifié de façon très, très concrète. Juste un mot, je crois que très souvent pour les pouvoirs, les attentats sont une bonne affaire politique. Parce qu'ils sont récupérés. Vous voyez, les lois anti-anarchistes, elles ont été utilisées comme des lois anticommunistes dans les années qui ont suivi, par exemple. Mais c'est souvent une bonne affaire, c'est facile à récupérer. Oui, ce que vous disiez, c'est ce que disait monsieur aussi, moi je suis d'accord avec ça. Il faudrait même étudier les calendriers des attentats. Hein. On remarquerait peut-être un certain nombre de choses. C'est sûr. J'ai juste 2 questions. En pensant à les conséquences des attentats sur le régime en place, j'aimerais qu'il y ait une petite réflexion sur les résultats de l'attentat de l'Observatoire. Ça remonte à vieux, ça. Mais peut-être que c'est à voir. Le personnage qui était visé était, me semble-t-il, le responsable d'un groupe parlementaire charnière, comme on disait. Il faisait partie pratiquement un coup sur 2, voire 2 coups sur 3 des ministères. Et la 4e République est morte quelque temps après. Deuxième attentat dont je voudrais que l'on parle un petit peu, ou sur lequel on pourrait réfléchir, c'est ce qui s'est passé après les attentats de l'OAS et le changement dans la 5e République. C'est tout, j'ai pas d'idée là-dessus, mais j'aimerais en avoir. On va en avoir ensemble, hein, parce que là, c'est une autre paire de manches, une autre conférence. Bon, l'attentat de l'Observatoire, bien sûr, est encore entouré de plein de mystères. Hein. Bon, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il a pu servir celui qui en a été victime. Hein. Un attentat qui arrive à point nommé, hein, dont il ne fait pas beaucoup de doute que ce soit quand même quelque chose qui ait été fomenté. Enfin, je ne vais pas alimenter là des rumeurs, hein, non ? C'était une simulation. C'était une simulation, je crois que c'est assez clair. Hein. Je crois que c'est assez clair. Bon, moi, je n'ai pas travaillé sur l'attentat de l'Observatoire, mais il y a pas mal de travaux historiques qui ont montré qu'il y avait là une forme de, voilà, comme tu dis Roland, une simulation. Hein. C'est évident. C'est évident. Et le dessin politique qui se forme derrière tout ça, effectivement, me semble assez clair. Hein. Ça a été un tremplin aussi pour Mitterrand qui, à ce moment-là, était un peu en perte de vitesse. Hein. Donc, bon, j'en dirai pas plus là-dessus, parce que ce serait l'occasion pour l'OAS, c'est une autre paire de manches, on pourrait dire, parce que à quand s'arrêtent les attentats de l'OAS? Jusqu'après la guerre d'Algérie, il y a des attentats de l'OAS. Hein. Et l'OAS, alors, vise un peu tous azimuts, hein, puisque De Gaulle est aussi visé, d'une certaine manière. Hein, plusieurs fois, à Toulon, Clamart, hein,
avec... Comment? Oui, 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 voilà. Donc il y a effectivement une dimension ici qui renvoie à toute une période, qui est une période difficile de l'histoire de France. Je dirais que le dernier attentat de l'OS est peut-être dans les années 70, hein, encore, où on a des formes comme ça de violence qui sont perpétrées contre les travailleurs immigrés, par exemple, hein, qui sont le fait d'une sorte d'habitude qui avait été celle de la guerre d'Algérie. Hein, bon, que dire de plus sur l'OS, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un moment historique qui montre une grande violence dans la société française, qui met en évidence effectivement un combat perdu, je dirais. Hein, perdu, mais avec une violence très, très marquée, quoi. Mais bon... À propos de Mitterrand, il y a une bande dessinée, un album de bande dessinée qui est apparu il y a 2 ans, qui relate cette histoire de... Enfin, en gros, la carrière de Mitterrand, et entre autres, cette histoire sur laquelle, là, j'ai oublié le titre, je suis désolé, j'y ai pas pensé, un état les tenants, mais enfin, tout un tas de choses, en particulier, qui s'est basé sur des rapports de police. Hein, la police qui, elle, n'a jamais eu de doute. Hein, cet attentat est une simulation, il y a eu des complices. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que Mitterrand était un opposant notoire, un caillou dans la chaussure de De Gaulle. Jamais De Gaulle ne s'en est servi contre son adversaire. Même en 65, alors, lorsqu'il était mis en ballottage, d'accord, De Gaulle c'était le grand homme, il savait... Bon, à nuancer, parce que quand même, il n'a jamais hésité parfois à tremper dans des combines assez douteuses. Mais que Mitterrand sorte indemne, et même en quelque sorte revalorisé par cette histoire, qui ne lui sera plus jamais balancée dans les chevilles, même lorsqu'il arrivera au pouvoir, etc. Il fallait voir quand même l'hystérie de la droite en 81, lorsqu'il est devenu président, et même avant, lorsque quand même le vent le portait au pouvoir. Ça n'est jamais ressorti. Alors là, il y a quand même une bonne question, hein, enfin une grosse question. Est-ce que tous les journalistes, y compris ceux d'extrême droite qui n'aimaient pas, étaient touchés par la grâce, ont laissé la démocratie s'exprimer? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait des « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » qui empêchaient les uns et les autres de parler? Je ne sais pas trop, mais ça fait partie des dossiers quand même, non pas l'attentat lui-même, on sait très bien mais le silence, hein, le lourd silence frisé, comme disait l'autre, qui s'est établi tout autour. Hein. L'histoire n'a pas fini de nous faire des blagues. Bon. Est-ce qu'il y a encore des... Il y a parfois aussi de grands alliés qui sont pires que les ennemis. Avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis, oui, c'est une phrase bien connue. Oui. Compris pour le financement de l'OS. Oui, ah oui, oui, ah oui. 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 Non, sur l'observatoire, je voulais juste dire que, comme ça a fait flop après, sur la 4ème République, d'accord. Et l'extrême droite qui aurait pu attaquer Mitterrand, en fait, l'extrême droite, elle avait voté Mitterrand en 65 au 2e tour. Par haine de Gaulle, etc. Donc, peut-être que Mitterrand avait des choses à dire sur comment De Gaulle avait fait sa prise de pouvoir en 58. Et d'un autre côté, l'extrême droite elle-même avait peut-être du mal à dire des choses, alors que finalement, après, elle avait méchamment voté pour lui. C'est comme ça que les affaires s'enterrent. C'est comme ça que les affaires s'enterrent, effectivement. Bon, est-ce que... oui, je vois des mouvements de bras, non. Bon. Ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, il ne nous reste plus qu'à remercier Yvan. Merci. On n'a pas étudié le sujet, mais bon, on va essayer un peu de réfléchir à ça. On peut.